merci de m'avoir invité. Donc moi, je m'occupe d'un think tank qui s'appelle le Club Jade, et dont l'essentiel du travail consiste à trouver les justes interfaces entre numérique et l'ensemble des enjeux sociopolitiques. Alors, les enjeux ont été parfaitement calés par mon prédécesseur, et je vais prendre la suite au fond de ce que vous laissiez augurer, c'est-à-dire la pré-automatisation, les big data, l'intelligence artificielle, qui me semblent être des sujets cruciaux. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que le numérique crée de la croissance, ou à défaut de croissance, en tous les cas certainement des marges de productivité inédites. La question de l'emploi, pour le coup, elle fait dramatiquement sens aujourd'hui, à un point tel que dans la tribune que vous évoquiez tout à l'heure, que je signais il y a quelques semaines, je disais que, au fond, l'ennemi numéro un aujourd'hui désigné en tous les cas par l'essentiel du débat public, qui est l'immigration versus l'emploi. En réalité, ceux qui détruisent des emplois aujourd'hui sont davantage des machines. Alors, sous la forme de software, sous la forme de robots, mais en tous les cas, la destruction d'emplois est massive. Et destruction et création d'emplois sont strictement pas corrélatives, à la fois pour les raisons que vous indiquez tout à l'heure, de géolocalisation et d'upcycling des compétences, mais peut-être aussi parce qu'on rentre dans une époque, là je pense que c'est un shift, pardon pour les anglicismes, c'est une mutation, une évolution peut-être anthropologique, on rentre dans une ère du temps réel. Et donc le transfert de compétences qui est lié à la formation qui se joue dans le temps long, aujourd'hui, est strictement pas adapté à une société qui mute en permanence. Alors, je suis médecin, donc peut-être un peu ingénieur des corps. Je ne suis pas, à titre professionnel, ingénieur informatique, mais je suis développeur. Et c'est absolument surprenant de voir à quel point les technologies évoluent. Elles évoluent de façon radicale, disruptive, massive. Et rien de tel que quelques exemples pour peut-être imaginer à la fois les opportunités et puis les difficultés auxquelles qu'on aura à traiter et qui font que le thème d'aujourd'hui, le revenu de base, me semble être une réponse sinon pertinente, au moins qui mérite d'être discutée. Alors, prenons un premier exemple qui est la Google Car. La Google Car, c'est au fond la machine versus l'emploi de tâcherons. Donc, les tâches bêtes, répétitives, construire une voiture, c'est pas très valuable sur le plan des compétences qui sont mobilisées, c'est compliqué, c'est pénible. Eh bien, aujourd'hui, on va construire dans les mois qui viennent des voitures, et ce massivement, qui s'autopilotent. Et aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de ces voitures sont d'ores et déjà plus fiables que la conduite ou la voiture qui est pilotée par l'homme. Alors, vous me direz, bon, voilà, l'essentiel des industries automobiles vont réussir à s'adapter. Ce n'est pas exactement le cas, puisque dans la Silicon Valley, on laisse entendre que les Google Cars pourraient être mises en circulation gratuitement en contrepartie des données. Là, on imagine immédiatement l'impact radical sur l'emploi. Donc, à la fois, ça tue de la pénibilité dans le travail, donc ça, c'est une excellente chose, mais en même temps, ça trivialise l'emploi de l'automobile, dont je crois qu'en termes d'emploi direct et indirect, dépendent plusieurs centaines de milliers, alors je me tourne vers l'économiste, peut-être des millions d'emplois. Et si d'aventure, une voiture comme la Google Car devait arriver sur le marché, et ce, gratuitement, comme certains le laissent présager, l'impact serait assez majeur. Bon. Et tout cela se joue, encore une fois, dans le temps réel. Un autre exemple, un peu différent, et qui dépend peut-être un peu moins étroitement de l'automatisation que ce que permet aussi Internet, c'est-à-dire un lieu de partage d'informations, de savoir, et un lieu d'intelligence collective. Donc l'économie collaborative a promu un certain nombre de solutions, dont des solutions en fait de logement collaboratif. Vous avez des systèmes comme Couchsurfing pour ce qui est du logement collaboratif gratuit, des solutions payantes comme Airbnb. Eh bien, vous voyez le taux de croissance de ces structures, il est très important, rapporté au mastodonte de l'industrie de l'hôtellerie qui est le groupe Accor. Les niveaux de croissance sont strictement pas comparables.
Si on prend encore une fois l'ensemble des métiers liés à l'hôtellerie dans le monde, je pense qu'ils se chiffrent en millions. Airbnb, ils sont guère que quelques centaines. Sur Couchsurfing, c'est une communauté automodérée. Et vous voyez là qu'on arrive là aussi à pourvoir un certain nombre de besoins, des besoins de logement, de vacances ou des logements de commodité, sans avoir affaire à la mobilisation d'un nombre très conséquent d'emplois. Donc là, sur les deux exemples que je viens d'évoquer, on voit que, au fond, à la fois l'automatisation et sous le bout aussi de l'intelligence collective, l'emploi salarié tel qu'on le connaît va être très violemment impacté. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait de prise de conscience réelle de ces enjeux, en tout cas sur le plan politique. Alors ça, c'est la version sympathique. Alors, la version 2.0 de tout ça, plus évoluée et qui est d'une certaine façon plus inquiétante et aussi plus prometteuse, qui est l'usage du big data et puis de l'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans ce que la réalité des outils technologiques aujourd'hui permettent de concevoir. On disait, enfin il a été dit précédemment que les métiers, encore une fois, qui allaient être impactés, notamment ceux qui sont à très haute valeur ajoutée intellectuelle, ne sont pas encore à la portée de l'automatisation. Bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, un système comme Google Flu, ou un équivalent consiste à utiliser Wikipédia, est plus fin que n'importe quel système de veille sanitaire pour détecter la grippe ou pour détecter d'autres maladies. Google vient d'implémenter ça pour une maladie qui ne concerne pas sous notre tropique, mais qui concerne des centaines de millions d'individus dans le monde, qui est la dengue. Dans des pays dans lesquels les systèmes sont parfois multidéfaillants, on peut avoir un système de monitoring, donc d'observation, de veille de ces maladies en temps réel et en avance sur les autorités sanitaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, bien entendu, est un bénéfice collectif, c'est un bien commun, la santé, et on voit que, au fond, sans se fatiguer, parce que ça se fait quasiment à coût zéro pour Google, on prend des mots-clés ou sur Wikipédia, on regarde les pages qui ont été consultées, et immédiatement, on peut détecter ce qu'on appelle des patterns, donc des signaux faibles qui sont strictement invisibles à l'œil nu. On les détecte, j'y reviens, et c'est très important, en temps réel. En temps réel. Et on est capable, encore une fois, d'apporter une information qui dont je pense qu'elle est intéressante pour la santé publique. Un cran au-delà, peut-être avez-vous entendu parler de Watson, donc, qui est le monstre de l'intelligence artificielle de IBM. Alors, Watson, dans les années 90, a défait l'homme autour d'un jeu d'échecs, et je crois que c'était Kasparov qui avait été battu à l'époque, mais c'était une technologie, au fond, dont on dit qu'elle est en brute forcing, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très intelligente. On lui donne des règles du jeu, puis elle les applique, et puis elle utilise vraiment massivement la puissance de calcul. Depuis maintenant 15 ans, on implémente des technologies d'intelligence artificielle dites machine learning, et dont un des pionniers aura été un Français qui travaille aujourd'hui chez Facebook, qui s'appelle Yann Lequin, et qui a imaginé des réseaux de neurones. Alors, c'est quoi les réseaux de neurones? C'est, au fond, faire en sorte qu'on mime la nature, et donc la façon dont elle procède les informations de son environnement, et les implémenter dans un ordinateur. Ces réseaux de neurones sont extraordinairement puissants, à un point tel qu'aujourd'hui, Watson est plus efficace. Donc, je vais commencer par parler de métier qui m'a valu 10 ans de travail, parfois de peine. Eh bien, Watson est strictement plus efficace que l'homme pour diagnostiquer une maladie. Mais strictement. Il n'y a pas de compétition possible. Et pour donner un exemple qui est à peu près dans le même domaine, donc là je ne parle pas de machines, robotisation de l'acte chirurgical, etc., qui est une question aussi qui arrive et qui se pose. Si un médecin qui a une obligation de formation continue, qui doit se tenir parfaitement au courant de l'état de l'art, de sa science, de son art pour certains, eh bien, il doit tous les jours couvrir l'ensemble des publications liées à son métier et puis ajuster en fonction les thérapeutiques pour les patients qu'il verra le jour même. Eh bien, si cet exercice devait se faire rigoureusement, il a été calculé qu'il faudrait 200 ans à un médecin, fût-il parfaitement brillant et savant dans son domaine, pour se tenir au courant. Watson fait la même chose, donc il parse, il veille toute la littérature médicale, et
il donne les thérapeutiques du moment. 2, avec un niveau de confiance. Et 3, en quelques secondes. Donc là, on voit que même les activités les plus gratifiantes sur le plan cognitif sont à la portée malgré tout des machines. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut, à mon sens, avoir en tête et traiter sur le plan politique. Et il me semblait que la question du revenu de base était une solution particulièrement intéressante. Alors, au-delà de ces histoires enfin, j'allais dire des histoires de chasse, ce ne sont pas des histoires de chasse, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui arrive, qui est présent et qui est extrêmement dynamique. Quelles sont les opportunités qui sont offertes à nous? Je pense qu'elles sont de 2 ordres. Le premier, c'est la mobilisation de l'intelligence collective, ce qu'on appelle le crowdsourcing, faire en sorte qu'on puisse traiter les enjeux majeurs de nos sociétés, crise de logement, crise environnementale, crise économique, par la mobilisation des individus et par des formes de coopération qui me paraissent largement primer les questions de compétition individuelle et sèche sur le plan de la production des biens communs. Et par ailleurs, imaginez peut-être que dans un revenu de base, si l'hypothèse était validée ou valide tout simplement sur le plan économique, peut-être imaginer quelque chose qui puisse avoir en regard des contreparties. Et ces contreparties me semblent être décisives lorsqu'elles se jouent à l'école. Il se trouve que j'anime une association de soutien scolaire dans un quartier un peu difficile, enfin la partie difficile de La Haye-les-Roses, où il y a des jeunes, de jeunes lycéens qui ont parfois un patrimoine culturel assez faible. Il est assez remarquable de constater que dès lors qu'on oriente leur travail en mode projet, comme il est convenu de dire, eh bien, d'une part, on les stimule, et lorsque on leur propose que tout ce qu'ils font puisse servir la collectivité, je pense que à la fois on poursuit des fins pédagogiques intéressantes, mais en plus on travaille la confiance de l'individu et on l'amène à se sentir à la fois contributeur de la collectivité, et ça, je pense que c'est un point décisif. Alors, typiquement, ce qu'on fait assez régulièrement, c'est ce qu'on appelle des wikitons. Donc, je les amène à créer la page Wikipédia de leur localité, de leur quartier, des endroits qui leur sont chers. Et là, encore une fois, on fait d'une pierre au moins 2 coups, à savoir à la fois les amener à se construire et mesurer les mérites et les avantages du travail collaboratif, et en même temps, encore une fois, en faire des citoyens attentifs et contributeurs. Et ça, je pense que si, encore une fois, le revenu de base était une solution qui devait être pérenne sur le plan économique, l'idée de mettre en face d'un revenu de base, au fond, le fait qu'on puisse produire des biens communs, ça, je pense que ça serait très important. Alors, ça peut être participer à des projets tels Wikipédia, ça peut être participer à des projets d'open source, open hardware, ou que sais-je. Donc ça, je pense que c'est une façon, à mon avis, intéressante de recevoir un bien économique et en retour de donner un bien commun qui, lui-même, est substantiel au plan économique, si on devait le mesurer dans cette dimension. Enfin, je voulais juste réagir à un propos qui avait été tenu, un propos liminaire du sénateur EELV, je crois, consistait à imaginer une taxation des machines. Juste, il y a un mouvement très fort qui part des États-Unis, qu'on appelle la softwareisation du hardware. Alors, pardon pour les barbarismes, mais enfin, l'idée, c'est que les hardware, c'est-à-dire les robots et leurs constituants, puissent être conçus de façon aussi simple que les softwares, et le tout en open source. Donc ça veut dire que la réappropriation de ces moyens par l'open source font que, au fond, la couche mécanique, la couche physique des robots va sans doute être de moins en moins importante, ce qui fait que l'assiette fiscale consisterait à imaginer donc une taxation par les machines ne me paraît pas du tout stable dans l'avenir. Enfin, et j'en finirai par là, il y a un point qui a été évoqué aussi dans la présentation qui était très complète de Roland Cazot, c'est l'impression 3D.
Et l'impression 3D, c'est là aussi la réappropriation des moyens de production qui fait que, au fond, il y a un bien économique qu'on va pouvoir s'approprier à un coût quasiment nul. Et ça, c'est quelque chose qui est un des bénéfices de l'automatisation et qui font que l'idée d'avoir un travail rémunéré pour, en contrepartie, acheter un certain nombre de biens, eh bien, est moins pertinente dès lors qu'on peut accéder à l'achat de ces biens par un fichier Photoshop. Alors, comment ça se passe l'imprimante 3D? C'est qu'on importe un fichier qui peut permettre de construire une tasse de café et pour les expérimentations qui ont été faites en Chine, même une maison. Et le tout pour quelques centaines d'euros, le prix d'un fichier strictement dématérialisé. Donc tout ça montre que l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'impression 3D me semblent être des moteurs guides de l'évolution à venir. Et j'insiste encore, dans le cadre d'un monde cadencé par le temps réel. Et donc il faut que l'ensemble de nos systèmes de gouvernance et de décision publique puissent s'adapter à l'avenant.